smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride. Après notre première journée à la Cité des Arts et des Sciences de Valence, nous allons aujourd'hui explorer une partie des trésors et des sites emblématiques de cette ville fascinante. Direction le métro. Et nous arrivons rue Colonne. Et comme nous sommes en Espagne, la ville n'est toujours pas réveillée. C'était d'ailleurs une chose qui nous avait déjà marqué lors de notre voyage en Andalousie. Aujourd'hui, la journée s'annonce chaude, très chaude, aux alentours de 42 degrés. Nous profitons donc de ce début de matinée un peu plus frais pour découvrir rues et ruelles de Valence. Et nous visiterons ensuite quelques musées, histoire de rester au frais. Nous marchons dans les rues quasi désertes de la ville, ébahis par la beauté des bâtiments. Traduite par la Fontaine des Canards, la Fuente de los Patos est une fontaine historique construite en 1853 et financée par la Sociedad Económica de Amigos del País pour fournir de l'eau potable à cette zone de la ville. Juste derrière, l'église de Santo Tomás y San Felipe Neri est une église construite au XVIIIe siècle et c'est un parfait exemple de l'architecture baroque valencienne. Quelques mètres plus loin, on découvre l'église de San Juan del Hospital, qui fut prieuré des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Terminée en 1261 et considérée comme étant la première église bâtie suite à la conquête chrétienne, son intérieur présente des voûtes gothiques élancées, des arcs brisés et des piliers ornés. Elle a également été utilisée comme hôpital, offrant des soins médicaux aux malades et aux nécessiteux au XIIIe siècle. Un élément unique de l'église est son cloître, qui est l'un des rares cloîtres gothiques subsistant à Valence. C'est un trésor historique et architectural qui témoigne de l'héritage religieux et culturel de la ville. Living free, and I was meant to be. I'm living free, living free, living free, and I was meant to be free, meant to be free. Le palais du Marquès de Campo est un immeuble résidentiel construit au XVIIe siècle avec des travaux réalisés au XIXe siècle. Ancienne demeure des comtes d'Oloco, acheté en 1840 par José Campo Pérez, premier marquis de Campo, celui-ci refait la façade, lui donnant son aspect actuel. Il agrandit le bâtiment avec des maisons attenantes, créant ainsi une architecture articulée autour de la cour. Plus tard, il fut acquis par les comtes de Berbedel, à qui l'on doit la décoration, la restauration et l'aménagement des pièces intérieures. L'escalier majestueux mène à un palier qui dessert les différentes pièces du palais, comme la salle de bal ou la salle Empire, qui sont actuellement des salles d'exposition, dont beaucoup conservent leur décoration d'origine. Le palais a été restauré en 1989 dans le but d'héberger le musée de la ville de Valence. Lors d'une deuxième intervention dans les années 90, les bâtiments adjacents ont été incorporés, préservant la façade et vidant son intérieur, pour compléter fonctionnellement le programme d'exposition du musée. On y découvre ainsi une sélection de riches collections artistiques municipales qui est exposée au musée de la ville. Se distinguent les peintures réalisées pour la plupart par des artistes valenciens représentatifs d'une longue période historique qui commence au XVe siècle.
La variété des thèmes, des styles, des auteurs et des tendances constitue l'un des attraits de cette galerie d'art, dont le contenu est susceptible de varier périodiquement compte tenu du grand nombre d'œuvres non exposées que possède le musée de la ville. Sortis du musée, nous traversons quelques ruelles et nous dirigeons vers le pont de la Trinitat, qui est le pont le plus ancien de la ville, la construction du pont actuel ayant commencé au début du XVe siècle. Les sculptures des saints, quant à elles, proviennent du pont de Sant-Josep et ont été placées ici au milieu du XXe siècle. Nous arrivons maintenant au musée des Beaux-Arts, où l'on trouve surtout des œuvres d'artistes valenciens et espagnols. Il est composé de deux parties, l'école, qui est construite sur un plan d'étage quadrangulaire disposé autour d'un cloître, et le temple attenant, sur un plan d'étage octogonal qui s'élève dans un beau dôme en tuiles vernissées bleues. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est certainement la magnifique collection de retables. Le musée abrite en effet la plus grande collection de retables gothiques internationaux et hispano-flamands au monde. On y découvre également des œuvres du XVIe siècle, de la Renaissance, de l'art baroque, avec des peintures de Ribera, Velázquez, des peintures de l'entre-deux siècle avec des artistes tels que Sorolla, dont nous vous avions parlé dans le premier épisode, quelques œuvres de Goya ou bien encore de El Greco. L'architecture du musée est impressionnante. À l'origine, c'était un collège de formation des prêtres. Le palais Saint-Pie V est un joyau architectural qui voit à lui seul le détour. Fondé par l'archevêque Juan Tomás de Rocabertí, le bâtiment a d'abord été planifié par l'architecte baroque valencien Juan Pérez Castiel en 1683, mais la construction a été longtemps retardée et le projet n'a commencé qu'au XVIIIe siècle. À l'origine, la porte baroque du couvent de San Julián se trouvait calle Sagunto, dans l'ancien couvent. Lors de sa démolition, la porte fut transférée dans les jardins d'El Real, dans lesquels nous prenons une pause relaxante, entourée de verdure luxuriante et de beauté naturelle. Initialement établis par les Arabes, le caractère historique de ces jardins, leur ampleur et leur splendeur, la profusion de sculptures, de monuments et de fontaines contribuent à en faire l'un des plus remarquables de la ville. Au jardin d'El Real, on trouve une grande diversité d'arbres, avec plus de 2700 spécimens appartenant à 167 espèces botaniques différentes. Situé dans un ancien réservoir d'eau pour l'approvisionnement de la ville, le musée de l'histoire de Valence a été inauguré en 1850. L'ensemble entièrement en briques constitue une des plus belles expressions de l'architecture industrielle du XIXe siècle avec ses trois piliers. On y découvre le passé de Valence d'une manière agréable à travers des expositions rappelant les événements qui ont bâti son histoire. On trouve une riche collection formée par des œuvres d'art, des objets archéologiques,
des trésors, des instruments scientifiques, des livres, des vêtements. On peut découvrir l'atmosphère de chaque époque et en connaître les acteurs principaux et plonger dans leurs aventures. La machine du temps permet de naviguer et de voyager à l'époque de son choix. On y apprend beaucoup de choses intéressantes tout en découvrant de vieilles reliques. Fondée en 138 avant Jésus-Christ par le consul romain Decimus Junius Brutus Callaicus sous le nom de Valentia Edetanorum, Valence devient au Moyen-Âge la capitale du royaume de Valence. Troisième ville d'Espagne par sa population, sa métropole compte environ 2 millions d'habitants. Et c'est ici que l'on découvre la fameuse histoire de la naissance du jardin de la Turia, dont nous vous avions parlé dans le premier épisode. La ville était traversée par le fleuve de la Turia, et c'est à la suite de la grande inondation de Valence en 1957 que la décision a été prise de détourner le fleuve et d'en faire un gigantesque jardin. Les travaux ont été entrepris dans les années 60 et son ancien lit est aujourd'hui reconverti en espace vert, les jardins de la Turia. Un film fait d'archives d'époque nous présente cette histoire dans une petite salle de cinéma. Après cette visite tout à fait intéressante, nous nous retrouvons dans le Parque de Cabecera. C'est l'un des plus grands espaces verts de Valence, offrant une retraite paisible et un éventail d'activités récréatives au cœur de la ville. Situé près du lit du fleuve Turia, ce parc est une oasis de verdure qui permet aux habitants et aux visiteurs de profiter de la nature et de se détendre. Il offre une variété de sentiers pédestres et de pistes cyclables, idéales pour les promenades tranquilles ou les balades à vélo en famille. Il abrite également le bioparc de Valence, un zoo qui recrée des habitats naturels pour une variété d'animaux exotiques. C'est un endroit idéal pour échapper à l'agitation de la ville et profiter de la nature. L'art urbain à Valence est omniprésent et on en trouve un peu partout. Ici, nous sommes rue Blanqueria et Guillem de Castro. L'art urbain est tout simplement un incontournable à Valence. On y découvre de nombreuses œuvres le long de la rue et arrivons au niveau des locaux de la Croix-Rouge, Cruz Roja, où Rendro DRK, un artiste local, a peint une fresque en relation avec l'endroit. On peut y voir 2 femmes de la Croix-Rouge se reposant sur des chaises, des mains tendues vers celles d'une personne âgée, des sauveteurs dans leur canoë, une femme proposant à manger et une autre distribuant un colis. Il s'agit de toutes les missions de cet organisme résumées en une fresque. Il y a même plusieurs itinéraires de graffiti créés à Valence, notamment dans le quartier de Carmen, où l'on se retrouve à parcourir un musée en plein air et la route du street art dans les jardins de la Turia. Les ponts, les terrains de sport et les cabanes de jardin se trouvent tout le long des presque 10 km de son parcours. C'est ainsi que 11 artistes du monde du graffiti et de l'art abstrait ont participé à ce projet dans le but de créer une fresque murale le long du jardin allant du parc Cap Carrera au pont Montolivet. Nous arrivons maintenant à la Casa de los Gatos, qui est une curieuse maison miniature qui sert de résidence aux chats du populaire quartier de Carmen. La décoration est composée d'une façade à 3 hauteurs et d'un balcon. On y admire de nombreux détails comme une fontaine, des personnages, le numéro de la rue.
Le Centre del Carme Cultura Contemporanea nous accueille ensuite avec une rétrospective de la carrière de l'artiste Paloma Navarez, artiste visuel multidisciplinaire résidant à Alicante et possédant une vaste carrière créative tant au niveau national qu'international. Cette exposition comprend une sélection étudiée de ses œuvres centrées sur l'être humain, en particulier la femme, dans sa socialisation, sa symbolisation et dans sa représentation. Amateurs d'art contemporain, de culture, d'architecture ou tout simplement curieux et flâneurs, le Centre del Carme saura vous charmer et vous surprendre. L'entrée y est gratuite et le cadre exceptionnel. Juste à côté, sur la Plaza del Carmen, trône la statue du peintre Juan de Juanes, qui était considéré comme le plus important peintre de son époque à Valence, d'ailleurs surnommé le second Raphaël. En face se trouve l'église de l'ancien couvent du Carmen, qui a été fondée en 1281. Elle est composée d'une chapelle médiévale, d'un cloître gothique, d'un cloître Renaissance, de la paroisse de Santa Cruz et de la chapelle du tiers-ordre. Nous continuons notre balade Carrer de Baix et découvrons encore du street art peint sur les façades des immeubles. Dans une rue adjacente, on découvre le Portal de Valdigna, construite sur la muraille musulmane, sur une ancienne voie d'accès à la Valence médiévale. Quelques mètres plus loin, on découvre la Torre del Enjel, tour qui faisait partie de l'ancienne muraille arabe de Valence. Elle doit son nom au fait qu'elle est située à côté des rues Enjel et Benito y Coll. Daté du XIe siècle, c'est l'un des rares vestiges de l'ère islamique dans la ville et il est entouré de patios d'habitation privée. Nous arrivons maintenant dans la calle de Serranos, près de la place de Manises, où on aperçoit la Torre de San Bartomeu, qui a été construite en 1239 et qui fut l'une des églises initiales qui furent construites dans la ville de Valence après avoir été conquise par Jacques Ier d'Aragon. Nous continuons notre marche et apercevons le pont de Serranos et ses deux tours. Les tours de Serranos ont été construites par le maître d'œuvre Pere Balaguer entre 1392 et 1398 et sont l'une des principales portes des remparts médiévaux de la ville. Le bâtiment est symétrique, les deux tours pentagonales de 33 mètres de haut sont reliées par une section centrale de 2 étages. Le bâtiment central contient une porte voûtée. La façade nord, faisant face à l'ancien fleuve, est richement décorée d'ornements, ce qui indique que les tours n'ont pas seulement un rôle défensif militaire, mais également une fonction de représentation. En plus des tours de Serranos, parmi les 12 portes de la ville d'origine, seule la porte des tours de Car a survécu. Le début des Fallas, fête populaire valencienne, est l'une des plus importantes d'Espagne et est traditionnellement célébrée devant les tours. C'est une célébration traditionnelle organisée chaque année en commémoration de Saint-Joseph. Les fallas sont des sculptures de poupées principalement réalisées avec du carton et peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur. La célébration dure 5 jours, du 15 au 19 mars, tandis que la Mascleta, spectacle pyrotechnique, a lieu tous les jours du 1er au 19 mars. Nous arrivons maintenant dans le quartier de la Plaza de la Virgen. Le palais de la Generalitat a été bâti en 1421, dans le style tardif de l'architecture gothique, comme siège de l'instance qui avait pour mission de récolter l'impôt sur les importations, les exportations, l'achat et la consommation de certains produits.
Sur la place de la Vierge, on y découvre la fontaine de las Acequias del Turia, située derrière la basilique et devant la Puerta de los Apóstoles, deux autres grandes œuvres de l'architecture valencienne. Elle a été réalisée en bronze par le sculpteur Manuel Silvestre Montesinos et inaugurée en 1957. Elle reflète l'exploitation de la rivière Turia avant la crue de 1957 qui avait fait 80 morts et d'innombrables dégâts matériels. À cette époque, Valence comptait plus de 17 000 hectares de culture, facilement approvisionnés par les eaux de ce fleuve. La fontaine, de forme ovale, est composée d'un corps central et de 8 figures féminines. Au centre, on trouve un homme à la barbe brillante, allongé sur une nappe d'eau, les jambes pliées et la main droite levée. Dans ses mains, il tient la corne d'Amalthée, connue sous le nom de corne d'abondance, à l'intérieur de laquelle se trouvent les fruits du verger valencien, démontrant une grande richesse agricole grâce au système d'irrigation. Cet homme, très semblable à la représentation romaine du dieu Neptune, symbolise le fleuve Turia. En fait, ce monument est souvent connu sous le nom de fontaine de Neptune, en raison de sa grande similitude avec les œuvres classiques de l'art grec et romain. Autour de lui, on trouve 8 socles sur lesquels se tiennent 8 jeunes femmes, versant des cruches d'eau dans la fontaine. Ces 8 figures féminines représentent les canaux les plus importants du fleuve, dont les noms apparaissent à la base de chacun d'eux. La basilique de Valence est un temple baroque dédié à la patronne de la ville, qui est le plus grand édifice religieux construit à Valence au XVIIe siècle. Elle est érigée entre 1652 et 1667 et est la seule église de la vieille ville dont l'emplacement ne correspond pas à une ancienne église paroissiale ou un ancien couvent. Une autre de ses particularités est que la coupole est déplacée vers la cathédrale. Son remarquable camarine est un élément caractéristique du baroque et est une sorte de chapelle où l'on vénère l'image de la Vierge, à laquelle on accède par un escalier. Nous continuons notre chemin et passons devant la Iglesia de San Lorenzo, construite au XIIIe siècle sur les restes d'une mesquita musulmane. La chaleur étant écrasante pour nous, tout comme pour nos téléphones, nous nous arrêtons pour déguster une délicieuse horchata, boisson rafraîchissante dont nous vous avions déjà parlé lors du premier épisode. Et à Valencia, l'horchata se sert fréquemment avec des fartons, sorte de petits pains briochés sucrés que nous avons bien évidemment dégustés. Direction vers la plage pour terminer notre journée. Et en attendant le bus, nous découvrons la maquette en bronze de la porte de Serranos. Arrivés, nous nous relaxons en admirant les eaux scintillantes de la mer Méditerranée et le magnifique coucher de soleil. À demain pour notre 3e journée de découverte à Valence.